Monsieur le vice-président de la Commission agricole du Parlement, Madame la présidente du Conseil régional, Monsieur le président de la GPB, cher Philippe, et les membres du bureau et du conseil d'administration de la GPB, que je remercie pour leur invitation. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis congressistes. Philippe, merci pour cette invitation à intervenir à votre congrès annuel. C'est un moment important dans la vie d'une organisation, l'occasion de faire d'une part le bilan de l'activité, mais aussi de fixer des orientations pour l'avenir, dans une filière confrontée à de grands enjeux territoriaux, nationaux, mondiaux, comme parfaitement présenté dans vos 3 tables rondes et dans l'exposé magistral de Sébastien Abyss. Un regret que nous partageons, et j'en suis certaine, le fait que le ministre de l'Agriculture ne prenne pas le temps, ne priorise pas dans son agenda la participation au congrès des AS. Il en a besoin pour s'imprégner pleinement des attentes fortes et des atouts considérables de votre filière d'excellence, de toutes les filières d'excellence françaises. Je le lui ai dit, tu le sais, nous le lui redirons, il aurait dû être là. Vous avez fait le choix pour votre congrès de parler d'avenir et de préparer l'avenir, un acteur responsable de filière. Agriculteurs, partenaires économiques, partenaires d'amont et d'aval, tous acteurs au coude à coude derrière une ambition pour la céréaliculture française. Et au regard des possibilités décrites aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de se remettre en selle et de chercher les voies et moyens de parvenir à satisfaire cette ambition. Mais pour y répondre, nous le savons, il faut d'abord répondre aux difficultés de court terme que rencontrent les céréaliculteurs. Un problème de revenus inquiétant que vous vivez ces dernières années, une proportion croissante de céréaliers dans le rouge depuis près de 5 ans, avec, tu nous le répètes régulièrement Philippe, au bureau de la FNSEA, 40% des producteurs qui ont un résultat négatif en 2017, dont beaucoup sont situés en zone intermédiaire. L'enjeu des zones intermédiaires, particulièrement présent en Côte d'Or, est très important. Fabrice Fèvre l'a rappelé tout à l'heure, les spécificités et les attentes, je les comprends. Nous les partageons à la FNSEA et elles seront présentes dans nos projets pour la PAC 2020, j'en prends l'engagement. L'année dernière, à Orléans, le contexte était particulièrement grave. Des prix bas, des événements climatiques qui avaient conduit à une très mauvaise récolte. Vous étiez attaché lors de votre congrès à parler assurance. Et Xavier Belin, sur ces terres, avait été chaleureusement applaudi pour son engagement sans faille à rechercher toutes les solutions pour le redressement de la filière céréalière française et à rechercher des solutions pour tous. Cette année, la conjoncture en termes de prix n'est pas meilleure, mais les rendements ont été meilleurs. Vous en avez donc profité pour travailler pendant ces 2 jours sur la compétitivité, la nécessaire compétitivité de votre secteur et sur la recherche de solutions pour la protection des cultures. Je salue ce travail ambitieux pour une céréaliculture performante. Il faut le dire, nous partons d'une situation difficile, préoccupante, mais notre syndicalisme est bien déterminé à mener la bataille du revenu pour tous les agriculteurs français et toutes les productions dans tous les territoires. Répondre aux situations de court terme et préparer l'avenir est le leitmotiv de nos organisations pour permettre au plus grand nombre de retrouver confiance et envie d'entreprendre, de moderniser, de transmettre. À court terme, l'accompagnement est une nécessité pour les producteurs en crise. La FNSEA et ses associations spécialisées, depuis le démarrage de ces crises, accentuées par la catastrophe de 2016 concernant votre secteur, a demandé à plusieurs reprises au gouvernement des mesures d'urgence efficaces. Cellules d'urgence départementales pour évaluer les besoins, allègement de charges fiscales, sociales, financières. Malheureusement, plusieurs de ces mesures n'ont pas donné satisfaction et n'ont pas suffisamment fonctionné, notamment dans le secteur des grandes cultures, en raison soit de conditions d'éligibilité inadaptées, soit de procédures administratives beaucoup trop complexes. Et, regrettons-le, le dispositif de garantie publique mis en œuvre par BPI-France, qui devait être à la carte pour bon nombre de nos entreprises, en a été l'exemple. Des formations d'accompagnement aux coûts de production, des diagnostics globaux, des audits globaux économiques et financiers pour les exploitations ont été mis en place en mobilisant des crédits des régions, très souvent, et un accompagnement par l'État. Mais nous avons regretté fermement et fortement et justement le recul du gouvernement sur les 7 points
de cotisations sociales qui avait été arrachée pour nous remettre en compétitivité par rapport aux pays du Nord, qui ont des charges sociales inférieures aux nôtres. Cette mesure avait été annoncée à grand renfort de publicité par le gouvernement Valls. Nous avons constaté à regret qu'elle n'avait pas été inscrite dans le marbre, qu'elle n'était pas budgétée, et nous avons dénoncé la légèreté d'engagement du gouvernement. Ceci a pesé pour 120 millions d'euros dans la Ferme France. On ne fait pas de la compétitivité en enlevant d'un coup d'un seul 120 millions d'euros à la Ferme France. Aujourd'hui, malgré la forte hétérogénéité des situations que nous connaissons, il est de notre rôle d'apporter à chaque public des réponses adaptées. Ceux qui ont des difficultés temporaires, ceux qui ont des difficultés plus structurelles ou ceux qui décrochent. Accompagner toutes les situations, tous les publics, sans juger, mais avec discernement et dignement. Et que ceux qui se sentent éloignés des organisations reviennent. Nous sommes dans un esprit de solidarité attachés à trouver des solutions pour chacun d'eux au plus proche des réalités territoriales. À moyen terme, mais nous y travaillons dès aujourd'hui, nous voulons travailler à l'amélioration de la résilience des exploitations. La capacité à résister à un nouveau contexte de volatilité et d'imprévisibilité lié à différents facteurs économiques, sanitaires, environnementaux, etc. Et là, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse sur les aléas climatiques qui touchent notre pays en ce moment et sur les propos insensés qui ont été véhiculés depuis une dizaine de jours dans notre pays. Fake news ou volonté de nuire, je ne sais pas. Toujours est-il que les accusations gratuites et fausses en direction des agriculteurs qui seraient responsables des crues dans Paris et ailleurs en raison de leurs pratiques agricoles est purement scandaleuse. Nous l'avons dénoncé par communiqué de presse. Bon nombre de fédérations départementales ou régionales comme l'Île-de-France l'ont dénoncé. Les jeunes agriculteurs l'ont dénoncé. Et dès dimanche, j'ai fait appel à Vanek Andréossian, expert de l'IRSTREA, que vous avez pu entendre comme moi sur BFM, et qui disculpait la profession agricole, mettant en avant que les raisons des crues étaient davantage liées, à des précipitations historiquement hautes entre janvier 2017 et janvier 2018, historiquement hautes, et à l'urbanisation, la bétonisation, l'artificialisation des sols qui ne retiennent plus. Lorsque c'est de la terre, ça retient. Lorsque c'est du béton, ça ne retient pas. Et quelle ne fut pas notre stupeur quand Mme Boel, d'Eau de Paris, a lancé ces accusations gratuites, militantes, mais irresponsables. Nous saurons le lui dire dès que ce sera possible. Et je sais pouvoir compter sur les agriculteurs de FRNBP, de Grand Bassin Parisien, pour le lui dire. Ces accusations sont scandaleuses et blessent les agriculteurs. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, sur la base de cet article que nous avons fait faire à M. Andréossian, à le dire et à le porter fort. Ne baissons pas la tête, redressons la tête et redressons les manches. L'occasion de dire aussi que quand il passe sous un pont en 3 heures l'équivalent de l'eau dont nous avons besoin dans un département pour l'irrigation, on ne gère franchement pas l'eau en bon père de famille dans notre pays, emprisonné dans des tabous ou dans des préjugés, considérant que l'irrigation n'est pas nécessaire, qu'elle est liée à l'intensification ou à l'industrialisation, ce qui est totalement faux. C'est aussi le moment de replacer l'irrigation comme un des éléments de lutte pour la résilience des exploitations agricoles, que nous soyons au nord ou au sud. L'eau, c'est la vie, mais l'eau pour les cultures, c'est indispensable. Saisissons l'opportunité pour le dire aussi. La FNSEA soutient une politique de gestion des risques dans tous les domaines. L'objet est bien sûr de permettre à la fois la résilience, mais aussi l'adaptabilité et la pérennité des exploitations agricoles, fondées sur un panel d'outils dont l'irrigation, mais aussi tous les outils de prévention, l'assurance, le fonds de mutualisation professionnelle et la fiscalité. Notre ambition est ainsi de créer de manière indépendante, mais néanmoins complémentaire à l'assurance, une réserve financière afin de permettre à l'exploitant de faire face aux fluctuations de prix et de marge liées aux aléas sanitaires et économiques, soit une réserve simple, efficace, adaptée et euro-compatible. En matière de fiscalité, nous prenons un véritable outil d'effort d'épargne pour les agriculteurs. La DPA a montré ses limites. Voilà pourquoi à la FNSEA, nous portons depuis plus de 2 ans maintenant la nécessité d'une réforme profonde et la création d'un nouvel outil, l'épargne de précaution. Mettre de côté, sans impact fiscal ni social,
quand ça va bien, de l'argent dans nos exploitations pour le réinjecter les années de moindre fortune et avoir ainsi plus d'autonomie, moins quémander et gérer nos exploitations dignement. Une déduction fiscale adaptée avec un plafond réévalué, nous souhaitons qu'il corresponde à 75% du chiffre d'affaires, avec une souplesse de constitution, la transparence des GAEC bien sûr, et une vraie souplesse d'utilisation aussi, liberté de déblocage des sommes épargnées, épargne couvrant l'ensemble des aléas et pouvant être tournée aussi vers l'investissement. Ce projet, nous l'avions porté comme une des priorités au moment des élections présidentielles. Un certain nombre de candidats l'avaient repris. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout de la course. M. Macron l'a repris dans la dernière ligne droite, trop dernière ligne droite. Et le fait que M. le maire ne nous ait pas donné le rendez-vous aussi vite que nous le souhaitions en juin, tu t'en rappelles Philippe, nous a fait craindre de ne pas pouvoir l'obtenir pour être opérationnel au 1er janvier 2018. C'est donc une forte déception que nous avons exprimée quand nous avons échoué sur cette épargne de précaution. Mais à la FNSEA, nous sommes têtus, pugnaces, et donc nous avons continué à le porter de façon très forte vis-à-vis du ministre de l'Agriculture, bien sûr, mais aussi de Bercy et du Président de la République. Et quand, la semaine dernière, au vœu du ministre de l'Agriculture, il a parlé de lui-même de l'épargne de précaution, on s'est dit, ça sent bon. Quand, la semaine dernière, M. Macron, lors de ses vœux, l'a à nouveau annoncé dans ses projets pour l'année 2018 comme étant opérationnel dans la loi de finances 2019, nous nous disons, ça sent très bon. Mais, chat échaudé craint l'eau froide, et donc c'est jusqu'au bout que de nous devons nous battre, vous et nous, vous vis-à-vis de tous les parlementaires territoriaux qui doivent le pousser pour la profession agricole, pour que dès juin, nous puissions avoir l'engagement que ce sera véritablement écrit cette fois-ci dans la loi de finances pour 2019. C'est très important pour la pérennité et la résilience de nos exploitations agricoles. Autre élément de résilience, l'assurance. En parallèle avec nos partenaires du CAF, nous avons organisé le 10 octobre une grande session de travail autour de l'assurance. 400 personnes rassemblées dans les locaux de Groupama, mais organisées en partenariat avec tous les membres du CAF, pour faire connaître et reconnaître l'importance de ces dispositifs. Et je me permets de saluer votre initiative, le fait d'avoir inséré une fiche dans les mallettes distribuées aux congressistes pour bien mesurer l'importance pour chacun de nous d'avoir une assurance climatique à hauteur des risques de chacune de nos régions. Nous avons travaillé beaucoup pour corriger les défauts des dispositifs assurantiels, et notamment dans Omnibus, avec l'appui précieux d'un certain nombre de députés européens, je citerai particulièrement Michel Dantin et Angélique Delahaye, et pour passer de 30% à 20% le seuil de déclenchement, qui était un élément bloquant et qui repoussait un certain nombre d'agriculteurs. C'est chose faite désormais, votée le 14 octobre et mise en œuvre le 1er janvier 2018, Omnibus permet d'acter ces changements-là. M. Travers a confirmé à l'occasion de notre journée nationale que le ministère de l'Agriculture confirmait le taux de subventionnement à 65% niveau socle et 45% pour le premier niveau d'option, garanti pour la campagne 2018. Mais sur le programme de gestion des risques, l'État n'apporte aucun cofinancement alors que nous sommes bien dans le deuxième pilier. Nous souhaitons donc un engagement plus important pour faire face à nos besoins. J'ouvre une parenthèse sur Omnibus et ses conséquences. Nous savons, et nous l'évoquons régulièrement aussi, tant au bureau qu'au Conseil, qu'il y aura bien deux temps. Il y a le premier temps sur la PAC actuelle, dont nous ne savons pas la durée puisque j'ai écouté M. Di Castro, où nous ne voulons pas, sur cette fin de programmation, de basculement P1, P2 pour l'alimenter. Par contre, sur la PAC 2020, bien sûr, nous devrons avoir une approche globale pour alimenter les bons outils au bon niveau pour chacun des agriculteurs et pour chacun des secteurs. Préparer l'avenir, c'est aussi travailler à la revalorisation de l'image et de la considération de l'agriculture et de la céréaliculture. Nous y travaillons collectivement et des progrès peuvent déjà être constatés. J'ouvre quand même une parenthèse là aussi. Quelle ne fut pas notre déception à la FNSEA en recevant le rapport qui analysait les comptes de l'agriculture et qui ne stipulait même pas la contribution de la céréaliculture, très difficile pour l'année 2016, on le sait, mais pour les raisons qu'on connaît, mais qui ne faisait aucun état des 9 milliards d'euros apportés en moyenne depuis 5 ans par l'agriculture française dans la balance commerciale française, elle-même déficitaire de 70 milliards.
C'est scandaleux qu'un rapporteur parlementaire ne souligne même pas l'apport économique des filières agricoles à l'économie de notre pays, mais ça en dit long sur le travail que nous avons à faire auprès de chacun d'entre eux pour réhabiliter, je vois que ce n'est pas seulement en France, Monsieur Di Castro, pour réhabiliter la contribution économique et multiples fonctions de l'agriculture française. Cette mobilisation, elle a été totale aussi dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Alors j'ai en tête les craintes qui étaient les nôtres à l'ouverture des États généraux de l'alimentation, et notamment pour votre secteur, craignant qu'il n'y soit pas suffisamment question de vos problématiques. Merci aux responsables de votre filière qui ont été présents, qui ont travaillé et qui ont beaucoup contribué dans les différents ateliers. Il y a même eu 2 présidences détenues par des présidents importants de votre secteur, Rémi Aquin dans le domaine de la bioéconomie et Jean-François Loiseau sur l'atelier consacré à l'export. Ne sous-estimons pas les résultats du travail accompli tous ensemble. Le syndicalisme majoritaire est apparu comme sérieux, responsable dans chacune des contributions et a infléchi un certain nombre d'orientations dans les travaux. Oui, osons le dire, nous avons fait passer des messages et obtenu des résultats. Qui a parlé de segmentation des marchés et d'export? Qui a parlé de la nécessité de répondre à tous les marchés? Au point d'ailleurs que le président de la République lui-même ait dit qu'il fallait bien sûr être en montée en gamme, mais aussi en compétitivité pour tous les produits, et notamment pour les produits bruts agricoles. Et lors de ses vœux la semaine dernière, il a parlé plus d'export qu'il n'en avait jamais parlé. Finalement, tout arrive. Il faut de la patience. Il faut aussi pousser derrière pour pas qu'il recule. Mais l'exportation a été présente dans son discours de la semaine dernière. Qui a défendu un plan d'action ambitieux sur la bioéconomie qui débouchera au SIA sur une annonce gouvernementale? Qui a voulu un approvisionnement français dans la ration collective? Qui a fait reconnaître le contrat de solution pour la protection des plantes au pouvoir public? Qui a rappelé l'impératif de compétitivité de l'agriculture, qu'elle soit bio ou conventionnelle, pour l'export ou pour la RHD? Qui a porté la contribution des biocarburants et de la biomasse pour l'atteinte des objectifs de la COP 21, si ce n'est le syndicalisme majoritaire? Je vous le dis, d'autres syndicats ont porté d'autres visions avec des alliés que je ne citerai pas, mais que vous devinez. Nous saurons nous en rappeler dans quelque temps quand nous irons devant les agriculteurs pour proposer une confiance renouvelée lors des élections Chambre d'agriculture. Ces États généraux ont aussi donné lieu à l'écriture de plans de filière. Alors, à la mode Macron, très vite, en mode start-up, comme il gouverne la France aujourd'hui et comme il veut transformer. Annoncé le 19 octobre par le ministre de l'Agriculture, il devait être rendu le 10 décembre sur le bureau du ministre de l'Agriculture. 5 jours de délai ont été accordés et le 15 décembre, l'ensemble des interprofessions ont porté ces contrats de filière. C'est un travail considérable. J'ose dire aussi que pour les interprofessions qui ont l'habitude de fonctionner ensemble comme la vôtre, c'était un pari tenable. Pour d'autres interprofessions où les liens sont moins naturels, je peux vous dire que ça a été un peu bousculé, chahuté, mais toutes y sont parvenues. Et au travers de la demande formulée par le président de la République pour construire ces plans de filière, avec des propositions concrètes autour de la création de valeur, l'adaptation de l'offre à la demande, la filière céréalière a su, avec les contraintes imposées, rédiger un plan dans lequel elle s'engage sur des chantiers importants pour répondre aux attentes des consommateurs, des industriels, aux attentes sociétales, tout en améliorant sa compétitivité, qui est le chapeau de votre plan. L'objectif de performance globale des producteurs de blé est à saluer. À titre d'exemple, l'engagement d'atteindre durablement un coût de production moyen aux environs de 140 € tonne est positif. C'est indispensable lorsque le prix de la tonne de blé sur une longue période est aux environs de 150 € tonne. Il s'agit d'un impératif de compétitivité pour satisfaire tous les clients, qu'ils soient en France ou à l'international. L'exposé de Sébastien Avis tout à l'heure et la courbe de production de la Russie est à souligner. Une année, c'est de la chance. 2 années, c'est vraiment de la chance. 3 années de croissance, ça montre quand même l'orientation stratégique, géopolitique, qui est celle de la Russie, pour s'inscrire durablement comme un grand pays producteur de blé et comme un concurrent féroce pour nous quand on sait à quel niveau de prix il est capable de produire sur son territoire. Ça nous appelle donc à ne rien minimiser. Et j'avoue que j'ai été très impressionnée par la dynamique céréaliculture de la région ici, avec toutes les valorisations qui ont été montrées. La segmentation est en marche avant que Macron arrive. Vous aviez déjà engagé ces chantiers-là. Bravo. Donc il faut le faire plus encore en s'appuyant sur ces acquis-là. Appuyer aussi sur la complémentarité entre le monde animal et le monde végétal. Comme l'a rappelé M. Cholat tout à l'heure,
avec le développement de contrats éleveurs céréaliers approfondis. Pour être dans une filière d'un OGM en porc en utilisant du tourteau de colza sur notre exploitation, le recours est le blé surprotéiné que nous trouvons dans notre territoire et qui permet de compenser la moindre densité protéique du colza par rapport au soja. Ça veut dire donc qu'il y a des ouvertures possibles pour la production animale que nous avions peut-être sous-estimées à certains moments. Tout comme l'exemple des céréales bio, le succès des conversions aujourd'hui en production animale et notamment en granivore fait qu'il faudra approvisionner en céréales françaises ces filières bio, crescendo, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur des céréales bio. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, dans la filière porcine, qu'on va chercher 90% du porc bio vendu en magasin en Espagne, au Danemark ou ailleurs, c'est assez désolant. La demande est là, saisissons-la et ne la laissons pas à d'autres. Mais il y aura toujours une dimension prix à la compétitivité. Continuer à être compétitif face à la concurrence de plus en plus intense est une vraie nécessité, notamment vis-à-vis des producteurs de la mer Noire. Nous combattons pour cela toutes les charges qui entravent notre compétitivité et qui créent des distorsions de concurrence qui tirent notre compétitivité vers le bas. Agriculteurs, nous ne pouvons pas accepter que des charges imbéciles tombent sur nos exploitations. Nous sommes capables d'investir, de moderniser, de nous remettre en question. Nous savons combiner performance économique et impact positif sur le sanitaire, l'environnement, la santé, comme votre filière l'a déjà montré. Il est important de commencer la mise en œuvre des objectifs de nos contrats de filière pour montrer notre proactivité. Mais pour y parvenir, pour une filière engagée pour l'avenir, nous avons besoin de recherche et d'innovation dans tous les domaines. Techniques, biologiques, biotechnologiques, organisationnels, numériques, conseils, innovation incrémentale et innovation de rupture, bref, et surtout d'une dédiabolisation de la recherche et du progrès trop corsetée par un principe de précaution psychorigide et appliqué de façon imbécile en France. Et sur le sujet de la recherche, permettez-moi devant vous de condamner fermement la destruction des 37 hectares de la plateforme expérimentale de blé de Limagrain. Le risque est tout proche de faire fuir la recherche française à l'étranger. J'exprime devant vous ce matin mon soutien total aux dirigeants, aux agriculteurs membres du conseil d'administration et aux chercheurs de l'entreprise Limagrain que nous souhaitons conserver sur notre territoire. Oui, la recherche et l'innovation riment avec solution, nous en sommes persuadés. C'est aussi sur le sujet de la protection des plantes et des produits phytosanitaires que nous avons travaillé activement, FNSEA, association spécialisée et bien sûr AGPB, avec un trait d'union facilitateur en la personne d'Éric Thirouin, et 30 partenaires pour élaborer et défendre une trajectoire de solutions et réduire les risques et les impacts, plutôt que des interdictions à répétition qui conduisent à des impasses. Néonicotinoïdes en 2016, glyphosate en 2017, 15 molécules sur le grill en 2018, nous disons stop, nous devons absolument retrouver de l'intelligence collective pour la protection des plantes. Certains beaux esprits se répandent en disant sortie des phytos, zéro phyto. Certains distributeurs opportunistes parlent même de zéro phyto, zéro résidu, etc. C'est pas sérieux. Est-ce qu'on envisage la France sans médicaments? Non. Dans d'autres domaines, lorsqu'on a parlé de sortie du nucléaire, on a vu les mêmes qui parlent de zéro phyto, finalement changer de braquet et de dire on va le faire en plusieurs temps parce que le principe de réalité les a rattrapés. Ou le recadrage de Matignon, nécessaire pour ceux qui s'éloignent un petit peu trop de la ligne. L'initiative que nous avons portée au travers du contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes, elle s'est inspirée aussi de ce qu'a dit M. Hulot sur la voiture. Quand il a dit « pour l'automobile, j'envisage la suppression des moteurs thermiques en 2040 », nous nous sommes dit quelle injustice de dire 2040, horizon 23 ans pour l'automobile, alors que pour les phytos, ça serait tout de suite, voire dans 3 ans. On ne peut pas d'un claquement de doigts comme ça, à la méthode Mimimati, c'est moche, c'est beau, imaginer qu'on va tout changer en un clin d'œil. Ça ne marche pas. C'est méconnaître le rythme. C'est méconnaître la réalité agronomique, biologique, sanitaire, la nécessité aussi pour nous tous d'avoir des productions saines, loyales, marchandes. Et je sais parfaitement que fusariose, mycotoxine égale avortement pour les animaux, notamment les porcs. Donc ceux qui pensent qu'on peut demain venir vers du zéro phyto et peu importe les dégâts, se trompent, nous trompent et trompent les consommateurs. Et nous avons pris cette initiative
Dans un débat difficile, je dois le dire aussi, mais j'imagine qu'il a été présent aussi dans vos départements, mais quand la pression a été orchestrée comme elle l'a été avec le glyphosate en ligne de mire et en tête de proue ou cheval de Troie, eh bien nous avons dit ça suffit, prenons l'initiative. On a pris le taureau par les cornes et quand le 14 novembre, dans les murs de la FNSEA, entourés de nos 30 partenaires, nous avons proposé le contrat de solution, c'était pour dire la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, ce n'est pas seulement la responsabilité des agriculteurs. Nous ne sommes pas addicts aux phytos. Nous saurons nous en passer si nous saurons évoluer et réduire l'usage si nous avons des solutions. Des solutions avec les semences qui doivent être plus résistantes, qui doivent apporter plus de solutions. Et nous appelons les semenciers sur ce volet-là. Des solutions avec les équipementiers pour avoir des équipements qui nous permettent de réduire les impacts. Quand on voit qu'en viticulture, l'usage de panneaux récupérateurs permet de réduire de 70% les résidus et les déperditions, ce sont des solutions qu'il faut approfondir et amplifier. Le désherbage mécanique avec la robotique, que certains jugeaient trop lointain, mais qui est déjà présenté dans tous les salons où nous allons en ce moment, que ce soit en viticulture, en arboriculture et déjà dans certaines productions de grandes cultures. Eh bien, ce sont sur l'ensemble de ces sujets, avec bien sûr les instituts techniques, Arvalis aussi, l'INRA, l'IRSTREA, tous ceux qui ont été associés, le conseil, la recherche, la formation, bref, et qui environneront les agriculteurs pour trouver des solutions collectives. C'est seulement de cette façon-là que nous y parviendrons. Mais quand même, les amis, quand, au lancement des États généraux, le 20 juillet, le Premier ministre a ouvert, et puis que le glyphosate s'est invité et a animé notre bureau, tu t'en rappelles, de rentrée du 29 août, avec les déclarations insensées de Nicolas Hulot qui parlait d'un arrêt immédiat, quand ensuite on a vu 38 organisations environnementales, enfin non, 37 organisations environnementales, plus un syndicat agricole que vous aurez deviné, dire qu'il était possible de travailler sans phyto, nous nous sommes dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Attaquer, c'est dire, la solution, c'est nous, laissez-nous prendre les rênes. Et donc, en lançant notre démarche du contrat de solution, nous avons aussi tendu la main au gouvernement en disant, faites-nous confiance, nous trouverons les solutions. Nous avons tendu la main aux ONG en disant, nous sommes au travail, donnez-nous du temps. On ne peut pas résoudre tout d'un coup d'un seul. Mais quelle ne fut pas notre satisfaction de voir le 21 décembre, après une journée marathon, 8h30, 20h15, n'est-ce pas, Eric, entendre le Premier ministre dire « À la culture de la norme, je préfère la culture de la solution ». C'est la réponse du Premier ministre, à la main tendue par les organisations professionnelles, par le monde de l'agriculture, pour dire « Nous sommes au travail, faites-nous confiance, nous avançons et nous trouverons les solutions ». Il a dit aussi « On ne peut pas supprimer les produits phytosanitaires. Nous proposons de limiter l'usage des pesticides en soulignant, je cite, « ça se prépare, ça s'organise, ça s'accompagne ». Surtout quand les filières concernées sont exposées à la concurrence internationale et craignent des distorsions de concurrence, comme c'est le cas des grandes cultures. Qu'est-ce qu'on aurait eu plaisir à entendre M. Travers nous dire ça aujourd'hui dans cette salle? Conformément aux conclusions des États généraux, le gouvernement a lancé le 19 janvier une concertation pour l'élaboration du plan d'action sur les produits phytosanitaires. Et là aussi, tous les mots comptent. Il est question de contrat de solution, il est question aussi d'accompagner la recherche d'alternatives et la mise en œuvre de solutions pour les agriculteurs. Franchement, les amis, notre proposition trouve écho dans les propos aujourd'hui, tant du Premier ministre que du Président de la République la semaine dernière. M. Macron, la semaine dernière, lors de ses vœux, a dit 3 fois « Nous ne pouvons pas laisser les agriculteurs sans solution ». M. Macron, la semaine dernière, a parlé 3 fois du mot « dérogation » lorsqu'il y a des impasses sur le sujet du glyphosate. Et a cité « Dans 90% des cas, nous avons des solutions, dans 10%, nous n'en avons pas », citant les pentes et les TCS, le sans-labour. À nous de lui montrer qu'il y a d'autres impasses, mais déjà, la brèche est ouverte. Nous avons réussi peu à peu à décompacter les cerveaux. C'est largement aussi difficile que de décompacter les sols, mais ça y est, nous avons partiellement réussi. Et je vous le dis vraiment, l'approche du zéro phyto n'est aujourd'hui pas celle du Président de la République ni du Premier ministre. Ça, c'est très important. Réduire, limiter, oui. Zéro phyto, non. Nous l'avons entendu. À nous maintenant de ne pas décevoir et de poursuivre. Et Eric me dit, et j'apprécie, que nous serons en mesure de proposer, avant le Salon de l'agriculture,
les premières fiches qui viendront alimenter le contrat de solution que nous proposons, filière par filière, institut par institut, tous au travail très vite. Mais d'ailleurs, beaucoup déjà dans vos exploitations, vous faites des choses qui sont méconnues et que nous avons besoin de faire davantage connaître. Cependant, un certain nombre de mesures posent question et d'autres suscitent notre opposition. Nous contestons et nous contesterons toujours, lors de la concertation, toute proposition qui conduit à aggraver les distorsions de concurrence vis-à-vis des principaux compétiteurs, notamment européens. Nous réfutons et nous réfuterons toujours toute volonté d'augmenter les charges, que ce soit par une augmentation de la redevance pour pollution diffuse, dont les 131 millions d'euros de recettes ne sont pas aujourd'hui utilisés. Commençons d'abord par là. Contester aussi le durcissement des CEPP et contester enfin la séparation de la vente et du conseil qui représenterait une charge nouvelle pour les agriculteurs. Nous savons qu'elle est inscrite dans la loi qui a été présentée au Conseil des ministres hier. Nous ne sommes pas d'accord avec un coût supplémentaire pour les agriculteurs et nous allons travailler pour contester et nous demandons à toutes les organisations, je dis bien toutes, de veiller aux coûts les plus limités possibles si l'impact doit revenir sur les agriculteurs. Enfin, nous refusons et refuserons toute perte de surface de production agricole par l'introduction de nouvelles zones non traitées, le fameux sujet des riverains, cher à certains, mais qui, dans un certain nombre de départements, représenterait la perte de 10 voire 30%, moins 33% dans mon département, si les zones non traitées riverains se passaient pour 200 mètres. Pour faire tout cela, nous avons besoin de faire corps, tous ensemble, pour faire face à ces difficultés majeures. Un mot sur les néonicotinoïdes, dont l'usage sera interdit en septembre 2018. Nous soutiendrons toutes les demandes de dérogation pour les planteurs de betteraves, tout comme les producteurs de noisettes, parce qu'il n'y a pas que les betteraves, diront certains, il y a aussi les noisettes, présentes dans 71 départements quand même, et qui sont confrontés à des impasses techniques très simples que n'ont pas les Turcs ou les autres, ou que n'ont pas l'Allemagne lorsqu'on parle des betteraves. Donc nous serons aux côtés de ceux qui défendront les dérogations. Enfin, avec nos partenaires agricoles et pour toutes les productions et dans tous les départements, nous allons travailler aussi sur les chartes de bon voisinage pour, là aussi, par le contrat et l'engagement, lutter contre les réglementations ou les législations beaucoup trop contraignantes. Mais construire une filière responsable et engagée vers l'avenir, c'est aussi dire non quand un secteur agricole est présenté comme monnaie d'échange dans les accords commerciaux internationaux. Nous avons hier sorti un communiqué de presse extrêmement clair, nos passaran sous le Mercosur, parce que nous savons qu'il s'agisse de la viande bovine, de la viande de volaille ou de l'éthanol, c'est un vrai danger pour nos filières françaises. Donc sur ce sujet, M. Macron qui prône l'ouverture et qui essaye de nous rassurer, M. Jean-Baptiste Lemoyne fait le pushing pour prendre un rendez-vous avec nous pour nous expliquer que nous avons plein d'avantages à ouvrir le Mercosur. Pour l'instant, nous voyons surtout les inconvénients. Nous allons donc en reparler avec eux. Pour réussir et pour rester dans la course, nos filières ont besoin d'investir. Vous avez chiffré à 10,2 milliards d'euros sur 5 ans le besoin d'investissement et je comprends cette nécessité tant à l'intérieur des exploitations que dans les structures de stockage, que dans toutes les structures de la filière des grandes cultures. L'annonce du plan d'investissement Macron, puisqu'il porte son nom, est sans cesse repoussée, au point qu'on se demande « il est où le plan Macron ? Il est où ? Mais il est où ?» Nous pensions l'avoir à Clermont-Ferrand. Non, pas annoncé. Il a dit qu'il l'annonçait au Salon de l'Agriculture. Vu le nombre de fois où il annonce, si on multipliait ce nombre-là par 5, ça ferait beaucoup d'argent. J'ai quand même l'impression que l'inquiétude grandit sur la source de ces 5 milliards. Nous allons donc regarder de près, et je sais que tu seras très vigilant, la façon dont ces engagements seront tenus par le président de la République. La bataille du revenu se gagnera aussi sur le terrain de la PAC. Parlons maintenant de la réflexion que nous avons engagée au sein de la FNSEA et qui a donné lieu à un séminaire le 17 janvier toute la journée sur ce sujet. La négociation a déjà débuté avec une consultation publique au printemps 2017 dont le compte-rendu a été fait le 7 juillet 2017 et satisfaction. La consultation publique a montré que les citoyens européens ne remettaient pas en question la PAC, mais soutenaient la PAC, soutenaient le besoin d'un budget adapté pour les agriculteurs. Phil Hogan s'en est réjoui, c'est un atout pour lui, c'est un atout pour nous, et c'est une façon d'aborder le sujet en disant aussi, même si d'autres priorités sont énoncées aujourd'hui, sécurité, défense, migrants, qui reviennent comme un refrain, sécurité, défense, migrants, nous disons, nous, on ne peut pas demander toujours plus et mieux à l'agriculture avec un budget inférieur. Voilà pourquoi nous avons fermement dit au service de l'Élysée
qu'il n'était pas question pour l'agriculture de contribuer à la défense, sécurité migrants, mais que nous comprenions l'impact Brexit, rien que l'impact Brexit. Hors de question que l'agriculture paye et soit la variable d'ajustement pour un budget en souffrance. Nous l'avons porté et M. Macron, la semaine dernière, a enfin parlé d'un budget ambitieux pour la PAC. Nous le redirons chaque fois qu'il le faudra. Alors, il y a des incertitudes à propos de cette PAC. Il y a des incertitudes sur le calendrier. Plusieurs visions s'opposent. J'ai entendu ce que vous portez, M. Di Castro. La Commission européenne, aujourd'hui, par la voix de M. Hogan, se met dans la situation de remplir son rôle en proposant tous les textes réglementaires. Toutefois, obtenir un accord politique en 8 mois nous paraît ambitieux, difficile, mais dans le contexte politique, il veut montrer que l'Union européenne est une construction fiable et montrer aussi que les élections européennes doivent être influencées par ce bon fonctionnement de la PAC. Il y a des risques associés aux décisions du cadre financier, je l'ai dit, général et agricole. Il y a des risques associés aux propositions telles qu'elles ont été faites, avec un risque de niveau de subsidiarité fort, qui nous fait craindre une renationalisation partielle de certains dispositifs, et ça, nous n'en voulons pas, parce qu'enlever le C de la PAC ne serait pas porteur d'avenir et serait très dangereux à terme pour l'agriculture. Le renforcement de ces subsidiarités avec plus de distorsions, si ce n'est pas maîtrisé, est un vrai risque pour la politique agricole commune, ciment, ferment de la construction européenne. Et puis, il y a des risques élevés par rapport au Brexit, je le redis une dernière fois. Côté FNSEA, nous avons travaillé très en amont lors du congrès de Brest en votant un rapport d'orientation précisant nos nombreux axes forts. Refus du cofinancement et budget à la hauteur des ambitions, mise à disposition des agriculteurs d'une palette d'outils pour faire face aux aléas, favoriser le développement économique de l'agriculture qui peut ensuite remplir ses multiples fonctions, permettre une épargne de précaution, favoriser une approche incitative sur les préoccupations environnementales et reconnaître des équivalences, simplifier pour les agriculteurs et reconnaître le droit à l'erreur. Il nous faut poursuivre. La petite musique de subsidiarité renforcée ne nous satisfait pas. À quel moment la subsidiarité deviendra renationalisation? À quel stade la PAC ne serait plus commune? Bref, ce sont ces dangers-là sur lesquels nous sommes vigilants vraiment et nous allons suivre en 2018 l'ensemble de ces sujets. Nous restons force de proposition, comme à Brest, et nous le porterons au plus haut niveau. Pour le sujet zoomé ici sur les zones intermédiaires, je veux dire que les réformes successives de la PAC n'ont pas su apporter de réponse satisfaisante à ces zones, aux zones intermédiaires. Il est temps de reconnaître ces zones comme de véritables zones à handicap naturel. Les cartes qui circulent aujourd'hui ne sont pas acceptables. Et dès le début, la FNSEA a dénoncé et contesté les critères choisis, que ce soit pour le premier ou le second niveau. Nous sommes aux côtés des agriculteurs, de tous les agriculteurs qui manifestent leur mécontentement depuis longtemps dans de nombreux départements et qui lui manifestent plus fortement depuis l'expression précipitée et caricaturale du président de la République qu'il a fait la semaine dernière à Clermont-Ferrand. Il aurait voulu mettre le feu au terrain qu'il ne se serait pas pris autrement. Ça a l'avantage de nous remobiliser tous pour trouver une carte plus appropriée, des critères plus appropriés, pour aussi probablement remobiliser une autre façon de défendre le sujet. Je sais que la GPB demande une mission au gouvernement sur la situation des zones intermédiaires. La FNSEA soutient cette demande car nous partageons l'inquiétude face à la situation critique d'un certain nombre d'exploitations dans ces zones qu'il faut accompagner et pour lesquelles nous devons trouver collectivement des solutions. Ainsi, dans les négociations en cours sur le nouveau zonage défavorisé, la FNSEA se bat pour un zonage structurel indiscutable et juste. On peut même d'ailleurs dénoncer que l'État n'ait pas honoré ses engagements en ne finançant pas les 300 millions d'euros de cofinancement prévus, ce qui nous met en plus dans une impasse pour la fin de la période. Nous savons bien que la programmation budgétaire 2013-2020 du deuxième pilier n'a pas prévu d'enveloppe supplémentaire, ils le disent et le redisent, pour s'adapter à un classement croissant des communes, ni à une augmentation des bénéficiaires. Pour la FNSEA, la révision du zonage des zones défavorisées ne doit pas se traduire par des transferts P1, P2 supplémentaires à ceux que nous avons déjà subis en raison de l'incurie du ministre précédent. Cet épisode d'insincérité budgétaire ne doit pas se reproduire. Le DPB, disons-le, n'est pas la variable d'ajustement budgétaire pour le gouvernement. C'est d'ailleurs pourquoi la FNSEA, à vos côtés, a défendu et obtenu que le prélèvement pour le paiement redistributif en 2018 comme en 2017 ne soit pas augmenté.
Je le répète, l'État français doit prendre toute sa part dans le cofinancement de l'ICHN afin de respecter les engagements du président précédent en 2013. D'autre part, nous avons dit depuis Brest, après des débats compliqués, et je reconnais un certain nombre de visages dans la salle qui ont contribué à trouver cet accord équilibré, nous avons dit que zoné n'est pas doté pour la fin de cette période de la PAC. Mais par contre, ce que nous déplorons, c'est que le ministre n'a pas suffisamment pris la mesure de l'enjeu et du problème. Alors que nous lui disons depuis son arrivée qu'il doit aller à Bruxelles pour exposer le problème et chercher la solution intermédiaire dont nous avons besoin, il n'a pas encore engagé la discussion, notamment sur la possibilité de zoner ces zones structurellement en difficulté, mais ne pas doter dans l'immédiat sur la phase qui reste à courir. Et nous l'avons mesuré en rencontrant Phil Hogan le 19 décembre à Paris, puisque c'est nous-mêmes, Henri Brichard, Catherine Lyon et moi, qui lui avions appris notre demande. Zoné n'est pas doté, ça n'avait pas été porté par le gouvernement français. Et comme nous faisons le constat, le triste constat, que ce n'est pas plus porté aujourd'hui, nous avons décidé une fois de plus de prendre le taureau par les cornes. Et hier en bureau, nous avons décidé de prendre un rendez-vous au cabinet de Phil Hogan pour aller porter notre vision sur ce sujet-là et essayer de sortir du bourbier dans lequel le gouvernement français est en train de nous emmener, aussi à cause d'un manque de concertation entre l'agriculture, Matignon et l'Élysée. Ce rendez-vous, nous l'avons, il aura lieu la semaine prochaine et c'est nous qui irons le porter fermement pour essayer d'avancer. Voilà, les amis, comment... Voilà, mes amis, comment de façon responsable mais déterminée, nous portons tous les combats pour l'ensemble des filières et particulièrement pour la vôtre que je détaille aujourd'hui. Alors, permettez-moi en conclusion de vous féliciter une nouvelle fois pour la qualité de vos travaux qui sont le meilleur gage de retour à la confiance pour les céréaliers et pour tous les acteurs de filière. Cette confiance, elle est attendue. Vous abordez l'avenir de façon réaliste, lucide et volontaire. C'est la voie de la responsabilité. Je partage pleinement cette vision pour votre secteur et pour l'agriculture française. Mon premier congrès à la GPB était à Dijon il y a 20 ans. Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans... C'était Henri de Benoît qui présidait, j'étais présidente du CNJA, et j'avais à l'époque construit mon discours autour des 7 péchés capitaux. Certains doivent s'en rappeler, mais ça, c'était avant. Dominique Chambrette, ici sur ces terres, et que je salue, a évoqué ce moment. Bien sûr, il y eut des orages. J'étais jeune, fougueuse, 20 ans d'amour, etc. Vous connaissez la chanson. Des orages et des retrouvailles. Et puis, des complicités et des projets qui scellent le respect et la reconnaissance. Et Philippe, je veux te dire que j'ai beaucoup apprécié, c'est lors des moments très difficiles que nous avons vécus au moment du départ de Xavier, du départ brutal de Xavier, et du vide immense qu'il a laissé, tes mots réconfortants et ton soutien pour prendre le relais et porter la bannière. Alors, je porte aujourd'hui l'étendard de tous les agriculteurs. Je sais ce que chacun attend de moi, et je vous le dis ici, devant le Congrès des céréaliers, vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie.